Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo. Bonjour Georges, bonjour Wissam. Bonjour Mary. Bonjour Mary, bonjour Georges. Alors dans la vidéo précédente, nous avons parlé de ce qui se passait avant l'incarnation et aujourd'hui nous allons vous parler de ce qui se passe une fois incarné. Donc bienvenue dans l'intégration physique. Merci. Voilà, cette fois-ci, nous allons parler, comme dit Mary, de l'intégration physique. Je mets tout de suite un petit dessin pour voir de quoi il s'agit. Voilà, c'est le moment où la personnalité originelle vient s'intégrer dans un corps qui est ici. Comme la personnalité originelle est amnésique, on va dire, il y a l'oubli, il va se générer dans cette union ce qu'on va appeler une personnalité factice, qui est générée uniquement pour l'incarnation. Elle contient, dans sa formation de base, elle contient des caractéristiques de la personnalité originelle, mais surtout des caractéristiques du corps. Donc le corps n'est absolument pas un hasard alors? Ah non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, nous arrivons sur Terre et nous nous intégrons dans un corps qui est compétent sur Terre, dans la matière. C'est un produit pur de la nature de la Terre. Alors ce n'est pas comme on pourrait le croire, un morceau de chair sans valeur dans lequel on s'incarne, tout comme notre personnalité originelle qui est la meilleure version de nous-mêmes, le corps a aussi une longue histoire au travers de sa mémoire génétique. C'est le produit d'une longue évolution, comme l'est notre personnalité originelle. Alors, on va dire, étant donné qu'on est sur Terre, en incarnation dans la matière, au départ, la notion d'esprit, la notion de spirituel va être assez diffuse, va être assez lointaine. Par contre, nous sommes intégrés dans le corps et lui va nous donner des sensations bien concrètes, bien vives, comme que ce soit en plaisir ou en douleur, ça va être vif. Donc, et bien concret. Donc, la personnalité factice va se baser en grande partie sur le comportement du corps et de ce qu'elle reçoit du corps. Donc, c'est l'influence du corps qui va être prédominante. Qui prend l'avantage sur la vraie personnalité au départ. Oui, ça va forcément prendre l'avantage. Okay. Et comme tu disais, Mary, le choix du corps n'est pas du tout un hasard. Il est d'une des cartes maîtresses du jeu de cartes que nous avons. Il limite aussi nos connaissances et notre personnalité. Ah oui, la croissance, on va dire, l'évolution de la personnalité factice va se faire sur base des sens, des 5 sens du corps. Donc forcément, on ne va pas être tourné sur l'esprit d'entrée de jeu, on va être sur les 5 sens du corps qui vont nous limiter. Et aussi, bon, il y a des cas particuliers, ceux chez qui des sensibilités particulières se révèlent au départ, mais bon, ici on parle en général, hein, il y a toujours des exceptions. Donc il n'y en a pas de hasard dans toute cette fabrication et cette relation entre le corps et l'esprit. Aucune. Par exemple, même l'aspect du corps, grand, mince, petit, beau, moins beau. Par exemple, il y a des corps qui sont disgracieux, il y a des corps qui sont très jolis. Tout ça n'est pas un hasard.
Ça fait partie du jeu de cartes. Et d'ailleurs, les personnes qui ont un beau corps gracieux, très joli, auront plus de mal à se tourner vers l'esprit que ceux qui ont un corps disgracieux. Parce qu'ils ne vont pas se reconnaître vraiment ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils ressentent en eux. Ils ne vont pas se reconnaître dans le corps. Donc ça va leur donner déjà, comment je vais dire, une porte ouverte dont les gonds sont beaucoup mieux huilés que les personnes qui sont jolies et qui s'identifient parfaitement à ça. Ils sentent que ça ne correspond pas, qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a l'état aussi de fonctionnement du corps. S'il est en mauvais état de fonctionnement, ça va conditionner aussi l'idée qu'on a de soi, comme l'apparence modifie aussi considérablement l'idée qu'on a de soi-même. Souvent, si on a un bon corps, un laid corps, je vais dire, on pense qu'on n'est rien. On s'identifie au corps. Donc, l'état du corps joue dans le sens, on va donner un exemple, le cerveau. Quoi que vous soyez avant de venir, si le cerveau est par exemple défectueux ou ne fonctionne pas correctement, eh bien, vous ne pourriez pas dépasser les capacités du cerveau. Mais encore là, ce n'est pas un hasard, ça fait partie du jeu de cartes. Tu vois? Pendant l'évolution, il y a une interaction entre le corps et l'esprit. Et dans un premier temps, nous avons, pendant les expériences, le corps réagit, il est sous le signe de la force, de la cohérence, le corps, et il va influencer notre esprit. Il va influencer, en fait, notre personnalité factice. Mais quand la personnalité factice aura pris assez de force du corps, aura pris assez de cohérence, et qu'elle va commencer à se tourner vers l'inspiration de ce qu'elle a compris, d'une part, déjà, et de l'inspiration de la personnalité originelle, à ce moment-là, c'est l'esprit qui commence à apprendre au corps, qui va commencer à l'élever. Tu vois? C'est un puis l'autre, et ça forme comme un cycle d'évolution. On retrouve là le principe du féminin et du masculin. Le masculin, dans ce cas-ci, étant le corps, et le féminin étant l'esprit inspiré. Alors, pour ne pas se méprendre sur la personnalité factice, le corps et la personnalité originelle, je vais donner un petit exemple qui résume assez bien la situation. Imaginons que nous allons prendre un exemple tout à fait au hasard, on va dire Wissam. Très innocemment. Innocemment, tout à fait. Quelqu'un de très bien, de très gentil. Il essaie toujours de faire plaisir aux gens. C'est vraiment quelqu'un de super et jamais il ne ferait de mal à une mouche. Mais un jour, Wissam est en voiture et il a un accident. Alors, il a un grand choc où il tombe inconscient, un peu dans le coma si tu veux, et il devient amnésique. Alors imaginons qu'il y a un groupe de bandits qui voit ça et qui dit, tiens, on va l'enlever et on va faire de lui un bandit. On manque d'effectifs, j'imagine. Donc, tu te fais kidnapper, on t'entraîne dans un endroit loin d'où tu habites, je ne sais pas, un endroit qui était inconnu. Et au moment du réveil, tout le monde te dit « Ah, ça va Wissam, tu reviens à toi ?» Et tu vas te dire qui c'est ces gens-là. Ben oui, t'es amnésique, moi c'est Paul, moi c'est machin, on est potes depuis toujours, tu sais bien, on est des bandits, on fait ça. Et toi, tu es là, bon, tu ne te souviens de rien d'autre, tu n'as pas d'autre réalité dans ta tête, tu ne sais pas. Et donc, tu vas accepter cette réalité-là. Tu vois? Et tu vas commencer à vivre comme eux, comme un bandit. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que Wissam va adopter une personnalité factice. C'est pas vraiment toi. Oui, okay. Ce ne serait pas tes choix.
Ok. Et au fur et à mesure que tu vas commettre des actes de bandit, tu vas commencer à sentir que mais ça te gêne, ça ne te correspond pas. Tu vas dire oui, mais non, ça va pas. Et au fur et à mesure que ça avance, tu vas commencer à modifier l'état de bandit. Tu vas dire oui, mais bandit, je veux bien, mais je veux pas qu'on tire sur les gens, je veux pas qu'on fasse du mal aux gens. Tu sais bien, et petit à petit, tu vas reculer de la violence et de la médiocrité pour te rapprocher de plus en plus de ce que tu es réellement. Mhm. Tu vois? Mhm. Et c'est ça l'histoire de la personnalité factice. Comment appelles-tu cet élément qui m'a sauvé quelque part et qui m'a fait éloigner de cette voie qui ne me correspond pas? Ça s'appelle le ressenti. Hmm. Parce que ça ne vient pas d'un calcul de la tête. Hein. Et la confiance que tu as eue à ce ressenti pour modifier les événements. La confiance en toi. La Ok. confiance en soi est la clé de toute l'évolution. Ok. Parce que les ressentis, on les a tous. Qu'on ait confiance en soi ou pas, on les a. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'on se donne raison, on s'écoute. Tu vois? Ouais. Et là, dans le cas que j'ai donné avec Wissam, c'est une personne qui a eu assez confiance en soi que pour s'écouter elle-même et qui a renoncé au mensonge. Elle ne s'est pas perdue. Tu vois? Oui, il en faut du courage hein, pour aller et braver comme ça contre tous. C'est la confiance en soi. Et Tu sais ce que tu dois faire. ouais. Quel est le but exactement de lui faire changer de voie? Eh bien, c'est le but de l'oubli, en fait. C'est le but de l'oubli. S'il aurait été en pleine conscience de ce qu'il est, jamais il n'aurait accepté ces expériences-là. Il aurait dit d'entrée de jeu, non, 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 non. Moi, si c'est pour aller apporter de la nourriture aux gens qui n'ont rien, oui, mais aller voler les gens, non. C'est bien, il aurait refusé. Et ça l'a obligé à faire des expériences qu'il n'aurait pas consciemment voulu faire, mais qui l'ont entraîné dans des expériences très pointues pour non seulement révéler encore des faiblesses qu'on a, on est venu traiter des Ouais. faiblesses, mais ça l'a fait découvrir une force qu'il avait en lui aussi. Donc ouais, l'oubli est donc l'outil de l'évolution. Sans l'oubli, on n'avance pas, on ne sait pas évoluer. À mon avis, sans l'oubli, ça doit être très difficile d'évoluer parce que tes défauts, si tu n'as pas les contrariétés qui viennent les souligner, tu ne te rends pas compte que tu les as. Et donc, on garde toujours le lien avec la personnalité originelle, peu importe quoi. Eh bien, c'est-à-dire que dans la première période de la vie, juste après l'incarnation, on commence ce que j'ai appelé la descente. La descente, c'est le moment où, comme dans l'exemple de Wissam, où tout va être fait pour t'éloigner de ce que tu es réellement. Tu vois? Donc, il y a une période où tu crois tout ce qui est autour de toi, tu crois certaines réactions de ton corps, tu crois des choses, ce sont des croyances, autrement dit Ah. des illusions, qui ne sont pas forcément justes. Tu vois? Et plus tu t'éloignes, c'est fait exprès, c'est voulu, c'est pas une fatalité, c'est pas. Et plus tu t'éloignes de ce que tu es, alors il y a un phénomène comme avec le chaud et le froid. Plus tu vas dans le froid, plus tu réalises ce que c'est le chaud et plus tu peux le sentir. Donc plus Ok. tu t'éloignes de ce que tu es réellement, plus Ouais. tu ressens ce que tu es réellement. Tu vois? Donc le contact est permanent. La différence, c'est qu'il peut être inconscient et il peut devenir conscient si tu as confiance en toi. C'est la confiance en ce que tu ressens en toi. C'est Bien, toujours la même clé. bien entendu, au fur et à mesure, il y aura des élaborations, des moyens de travailler tous ces points-là sur soi pour avancer, j'imagine. Ah oui, ici, on ne fait que de parler, que de l'intégration physique. Hein. Oui, oui, il y aura des vidéos encore beaucoup sur ce genre de sujet. Ouais. Notre personnalité originelle est notre fondement. Nous devons
l'a trouvée. Elle se cache derrière le mur des mensonges. Et quand nous avons assez accumulé d'erreurs, quand le bien-être hormonal s'atténue, ce sont les moments qui arrivent pour commencer à rejoindre l'influence de notre personnalité originelle. Parce que le vide, la souffrance ou le désespoir commencent à apparaître, à faire partie du quotidien. Il faut savoir que contrairement au bien-être physique qui est ponctuel et qui s'atténue avec les années, le bien-être spirituel est un peu comme une note de musique. C'est permanent. Et c'est ça qu'il faut rechercher en fin de compte. Ok. Et comment peut-on savoir si notre personnalité originelle influence suffisamment la factice pour nous faire évoluer? Bien, on va dire que oui, quelque part, il y a un baromètre. C'est la sensation d'être heureux. Ah, d'accord, tout Ah, simplement. Plus tu es dans le bien-être, plus tu te sens heureux, ça veut dire que plus ta personnalité originelle en contact avec le divin est présente en toi. Ok. Donc ça, Ça, c'est le c'est- critère des humains, disons, pour voir qui se rapproche le plus de lui-même, disons. On va dire ça, c'est le baromètre. Ok. Les êtres lumineux ont toujours leur personnalité alors? Ah oui, toujours, toujours. Rappelons que former une personnalité est le but de tout. Nous sommes une conscience greffée à une étincelle de divin. Et le but est que cette conscience devienne une personnalité propre, unique. Tu vois? Et donc, forcément, les êtres lumineux ont bien leur personnalité. Grande, Ainsi que leur magnifique. humour? Et ouais, ils ont un humour bien à eux, souvent je trouve. Personnellement, je trouve que c'est un humour qui ne me fait pas toujours bien rire, mais oui, oui, ils ont de l'humour. Ouais. Mais est-ce qu'ils continuent à évoluer dans le même système? Est-ce qu'ils ont une personnalité factice? Et est-ce que ce système est commun à toute forme de vie? Voilà. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains, dans la classe, dans l'école où nous nous trouvons, on ne se compare pas à un être lumineux, c'est autre chose. C'est toujours le même système. Intégration, personnalité factice, descente, c'est toujours le même système. Ouais. Un être lumineux n'est plus tenu aux réincarnations. Il a dépassé ce stade. Ok. Tu vois? Et donc, lui, peut-être, je suppose qu'il doit encore évoluer, mais c'est un système qui doit être tout à fait différent du nôtre, mais que je ne connais pas, j'en sais rien, donc je ne saurais pas en parler, j'ai aucune idée. Je trouve que, bon, déjà nous, c'est déjà bien avec ça, on va se contenter de ça. Hein. Avec une, on a assez. Ouais. Alors pour reprendre ton petit dessin, est-ce qu'on peut dire que la personnalité factice, ça correspond au karma ou ça y est lié? Le karma. Alors, le karma est souvent pris pour une punition, pour toutes sortes de choses. Quand on parle karma, on pense toujours à quelque chose de négatif. Mais en fait, non, c'est quelque chose de très précieux. C'est une mémoire qui relie toutes nos incarnations. Donc, qui fait une discontinuité dans le travail qu'on est en train d'effectuer. Parce qu'on ne règle pas tout en une seule vie, évidemment. Mais donc, le karma peut faire reprendre les expériences où on les a laissées, et ainsi de suite. Ce serait très difficile d'évoluer sans le lien du karma. Donc c'est lui qui permet de continuer le travail comme un script, malgré l'oubli. Dès qu'on est incarné, on est pris en charge dans la ligne du karma et hop, rebelote. Voilà, on va dire ça comme ça. De plus, il est important de faire des erreurs, parce qu'on ne peut pas éviter de faire des erreurs. C'est comme, bon, pour parler un petit peu des erreurs, je vais prendre l'exemple d'Edison qui a inventé la lampe incandescente.
Et une fois, quelqu'un lui a dit, « Ah, mais comment vous avez fait pour faire cette lampe ?» Et il a dit, « J'en ai fait des centaines qui n'ont pas fonctionné. » Ouais. Tu vois? Et donc, il faut bien comprendre que on n'arrive pas à faire les choses parfaitement comme ça par hasard. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a appris ici. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens se sentent coupables parce qu'ils font une erreur. Mais en réalité, une erreur est une occasion de comprendre les choses, comment elles fonctionnent. À condition que tu te remets en question et que tu réalises que tu fais une erreur. Mais si ta lampe ne fonctionne pas ou que tu souffres, c'est pas bien compliqué de comprendre que tu as mal compris quelque chose. Donc, d'une part, il ne faut pas se culpabiliser. C'est bien Edison qui a réussi la lampe qui marche. À mon avis, il ne se sentait pas beaucoup coupable d'en avoir fait plein qui ne fonctionnaient pas. Bien au contraire. Tu vois? Parce que non seulement il l'a fait, mais il maîtrise. Toutes ses erreurs lui ont appris. Il sait pourquoi. Donc, il peut en refaire autant qu'il veut. Donc, il ne faut pas se culpabiliser à dire « Ah, on fait des erreurs, oh là là, tu vois. » Non, non, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais il faut réaliser qu'on fait une erreur pour ensuite apprendre de ces erreurs. Ça, c'est important. Faut oublier la culpabilité. Donc, comme nous faisons des erreurs, forcément, nous nous faisons du mal à nous, nous nous faisons du mal aux autres. Et donc, il se génère, dans notre parcours, de l'énergie négative qui nous concerne parce que nous l'avons générée ou nous faisons partie de ceux qui l'avons générée. Il est important de savoir qu'une énergie négative est éternelle. La seule façon de la faire disparaître, c'est de la retraiter, de réparer et de changer sa polarité en positive. Et c'est aussi dû au karma de pouvoir être toujours en contact avec nos expériences pour les continuer et pour aussi les faire évoluer. Donc, c'est merveilleux le karma. C'est donc la possibilité de transmuter, c'est ça? C'est la possibilité de transmuter. Voilà. Okay. Exactement. Et que devient cette personnalité factice après la mort, après le décès de la personne? Alors, comme nous l'avons dit, la personnalité factice est essentiellement, pas tout à fait, hein, mais en grande partie un produit du corps, en grande partie dans l'incarnation, et elle s'identifie au corps. Quand la mort arrive, le corps meurt, et d'une manière logique, la personnalité factice perd ses appuis du corps et du monde qu'elle croit plus ou moins que c'est la seule réalité. Elle perd tous ses appuis et donc elle perd énormément en influence. Elle n'est plus utile, elle continue d'exister, mais elle perd en influence par rapport à la personnalité originelle, qui là, on arrive dans le monde du spirituel, reprend sa place. Tu vois? Et donc, la personnalité originelle sait d'où elle vient, elle sait qu'il y a un autre monde, elle sait, même si elle ne sait pas encore totalement consciemment, c'est naturel. Elle va remonter d'où elle vient. Et là-bas, la personnalité factice, qui est extrêmement riche en expérience et en compréhension maintenant, c'est quelque chose de magnifique, la personnalité factice. Attention, c'est pas parce que j'ai mis le mot factice que ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de merveilleux. C'est notre outil vraiment d'évolution qu'on remporte avec nous. Le corps, on le laisse là. Mais là, c'est vraiment un trésor qu'on ramène au-dessus et que là, on va la décortiquer et on va comprendre, on va bien ingérer les expériences que nous avons eues et apprendre aussi, parce qu'on n'est pas toujours conscient
de ce qu'on a appris. Est-ce que c'est possible que la personnalité factice prenne le pas sur la personnalité originelle après le décès et que ça se passe pas bien pour remonter? Eh oui, ça arrive, hélas. Souvent? Ça arrive très souvent. En fait, là, j'ai cité le cas où, comme ça va, normalement. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a un moment où le corps et les événements apprennent à la personnalité factice. Quand elle est assez renforcée, qu'elle a assez confiance en elle, elle se rapproche de la personnalité originaire. Et à ce moment-là, elle apprend au corps. Okay? Ouais. Donc, logiquement, pendant l'incarnation, il y a un moment où la personnalité factice se rapproche de la personnalité originelle et est inspirée, influencée par elle. Chez les personnes qui ne se sont pas ou pas assez rapprochées de leur personnalité originelle, de la meilleure version d'eux-mêmes, à ce moment-là, pour eux, la seule réalité qui existe, c'est leur corps et les événements terrestres. Et donc, au moment du décès, elles gardent une trop forte influence. Et la personnalité consciente va rester là et continuer à vivre comme si elle était encore vivante. Coincée dans ses croyances. Coincée dans sa vision, dans ses conceptions de la vie. Ouais. Dans ses illusions, ok. Et c'est là alors que les passeurs d'âme interviennent? Et c'est là que les passeurs d'âme viennent faire un boulot magnifique. Ouais. Ok. Et donc, le but de la personnalité factice, c'est de nous faire découvrir et de nous faire travailler nos faiblesses, c'est ça? Tout à fait. Parce que la personnalité factice, comme je disais, a des caractéristiques de la personnalité originelle. Mais elle en a, ce qu'on va dire, principalement les choses à travailler, qui vont être titillées, qui vont être révélées par ce qu'on va vivre ici dans l'incarnation. Et c'est primordial, parce que, comme on l'a déjà dit, au-dessus, on n'a aucune chance de voir nos faiblesses. En bas, c'est du travail intensif. Ça, et tant que tu es dans tant que tu es dans ce travail, comment fait-on pour guérir ses faiblesses et ses illusions? Pour commencer, il faut bien comprendre qu'une faiblesse, c'est l'expression d'une croyance, d'une illusion, d'une conception qui est fausse. Ces conceptions provoquent des mal-être, des douleurs, des malaises, et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'on a une faiblesse. Des faiblesses. Alors, on va prendre, pour bien illustrer un petit peu la question que tu poses, une personne qui a très peur des araignées. Très peur des araignées. Et elle en souffre, elle a peur, elle regarde toujours dans son lit, elle regarde dans ses chaussures, tu vois. Et un jour, elle rencontre quelqu'un c'est un spécialiste dans les araignées. Et il dit, ben attends, elle dit, j'ai peur des araignées parce que ceci, parce que cela. Il va dire, qu'est-ce que tu racontes? Viens, je vais te montrer. Et il l'emmène chez lui. Et il lui montre des araignées. Il a plein d'araignées vivantes chez lui, dans des aquariums, on va dire. Sinon, c'est douteux. Hein? Et il lui explique réellement telle araignée. Une araignée, ça vit comme ceci, ça vit comme cela, ça a telle fonction, ça fait ceci, cela. Et c'est très utile et il va la familiariser avec les araignées, avec la réalité des araignées, jusqu'à ce qu'un jour, il puisse même en mettre dans sa main et qu'elle constate que, ah ben oui, c'est de bonnes petites bébêtes, quoi. Et du coup, elle va être guérie. Elle n'aura plus peur des araignées. Qu'est-ce qui a provoqué la guérison? C'est qu'elle a tout simplement remplacé de l'ignorance, une croyance,
par la réalité. Une peur, c'est comme la lumière avec l'obscurité. La peur se met à la place du vide. Quand tu ne sais pas, que tu ne connais pas, eh bien la peur vient se mettre à la place. C'est normal, elle est faite pour ça, c'est pour te protéger. Mais il faut apprendre à meubler les vides pour ne plus avoir de peur. Et alors, devant une araignée réellement, quel est le facteur donc qui cause la peur? C'est l'ignorance au final, d'après ce que je comprends. Oui, c'est exactement la même chose. On va dire qu'il y a une araignée extrêmement venimeuse, très dangereuse. Eh bien, si un connaisseur en araignée en voit une, il ne va pas mourir de peur. Il va connaître l'araignée, il sait sa vitesse de déplacement, il sait, et il sait très bien l'éviter, en faire attention, ou il sait très bien la capturer parce qu'il connaît l'araignée. La peur n'aura pas de la place parce qu'il y a la connaissance. On va prendre un exemple encore plus fort. Encore plus fort. Tu te promènes dans un champ et tu vois un énorme taureau te foncer dessus. Ah, je cours. Il y a de quoi avoir peur. Ouais. Parce que on ne connaît pas ce qu'est réellement un taureau et ce qu'il peut faire. Et aussi, tu ne connais pas, toi, réellement ce que tu es capable de faire. Maintenant, bon, je ne suis pas pour les corridas, mais tu vas regarder un torero. Un torero. Le torero n'a pas peur du taureau. Pourquoi? Il connaît ses déplacements, il sait comment un taureau peut se comporter, il connaît ça parfaitement. En plus, il connaît son corps, sa vitesse lui-même de déplacement et tout. Et non seulement il n'a pas peur, mais il peut éviter toutes les attaques du taureau, mais en plus, à un certain niveau de maîtrise, il peut faire ça avec grâce, comme s'il faisait une danse. Tu vois? Et quelle est la différence entre nous qu'on se promène dans un champ et qu'on se fait charger par un taureau et un torero? C'est la connaissance de la réalité. Ouais. Tu vois? C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à reconnaître, à dissocier la différence entre la réalité, les croyances, l'illusion. C'est fort important. Alors, on peut même remettre ceci d'une manière générale. Imaginons Mary. On va prendre Mary cette fois-ci. Hein, on prend Mary. Et Mary va dans une jungle. Elle se promène à la machette, elle avance, mais elle n'a pas vu sur le côté, il y a une petite descente, là, il y a un creux. Elle glisse et elle tombe dans une grande fosse, si tu veux. Et c'est un immense nid d'araignées, mais de toutes les sortes. C'est le carrefour des horreurs de la région. Bon. Si tu as peur des araignées, ça va être l'enfer, le cauchemar. Ouais. Ça va être une épreuve terrible. Maintenant, si on prend Wissam, on va prendre Wissam. C'est un spécialiste des araignées. Ouais. Il va au même endroit, la même jungle, la même chose. Lui aussi, il glisse, il tombe dans la fosse aux araignées. Ça va sûrement être le plus beau jour de sa vie. C'est le paradis, c'est un Éden. La célébrité. Voilà. Donc, tu vois que les événements en eux-mêmes, ils sont positifs ou négatifs selon où on se place. Selon ce que tu as en toi. Si c'est une faiblesse, une ignorance qui parle, ou si c'est une connaissance. Ouais. Tu vois? Mais l'événement lui-même, ce ne sont pas les événements qui sont mauvais. Positif, c'est nous qui les qualifions de mauvais. C'est une faiblesse qui s'exprime. Okay. Et on est d'ailleurs venu pour ça. C'est pour ça que souvent on dit elle est tuile, mais bon, enfin, ça n'arrête jamais. Mais... C'est parce que les tuiles sont faites pour tomber sur les faiblesses. Et donc, tant qu'il y en a, ça tombe. Donc, on n'a pas d'influence sur les événements, mais on a une influence sur la façon dont on les vit. Ah oui, c'est très important, ça. Les événements, comme quand on a parlé de l'horloge,
On ne peut pas changer les événements. Mais on est là pour changer la façon que nous avons de les vivre. Ouais. C'est ça qui est important. Ben, nous allons arrêter pour cette vidéo sur l'intégration physique. Ok. Et je vous dis à bientôt. Au revoir Myri. Au revoir Au revoir, Wissam. Georges. Au revoir Georges, au revoir Mary. Et on se met rendez-vous pour la 4e vidéo. On parlera de la poussée de vie et les dimensions. Ce sera une vidéo en 2 épisodes, c'est bien ça? Plus ou moins, mais c'est quand même 2 volets différents. Il y a Ce sera 2 volets. Ok. ouais, la 4 et la 5. Au revoir à tous. Merci. Allez, au revoir à tous. À bientôt. Au revoir à Merci. tous, à bientôt.